Alors maintenant, nous allons passer à la table ronde suivante qui va être menée par Alexandre Rata, qui est notre candidat tête de liste à Rio. Et Alexandre va accueillir notre ministre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et ils vont nous parler de l'action du gouvernement, notamment en termes de rayonnement. Et puis, je crois que Gabriel va également nous parler d'un sujet qui, en fait, a beaucoup interpellé les Français qui sont à l'étranger parce qu'ils ont observé de loin ce qu'il se passait en France en se posant beaucoup de questions, qui est le sujet de la transition, la lutte contre le changement climatique, de la transition écologique. Et donc, Gabriel Attal nous dira quelques mots sur ce projet de loi qui, maintenant, je crois, est en débat au Sénat, sur lequel maintenant, Assemblée nationale et Sénat doivent essayer de se mettre d'accord. Un projet de loi ambitieux et qui a été d'ailleurs, je voudrais le souligner, salué par les Verts allemands, ce qui n'est pas une petite référence. Alexandre, je te passe la parole. Bonjour Anne, merci beaucoup Anne et bonjour tout le monde. Je suis Alexandre Rata, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je vous appelle, je vous parle d'une petite favela où j'habite, où Internet s'est arrêté hier, donc je suis en 4G. Si vous ne m'entendez pas, je vous prie de m'excuser par avance. Je suis responsable de la liste donc de Rio de Janeiro, Minas Gerais et Espírito Santo. Une liste avec 6 personnes qui représentent toutes les zones de Rio, la zone nord, la zone sud, la zone ouest et 2 personnes de Belo Horizonte. Il dispute la place du plus jeune du gouvernement avec notre ministre de la Jeunesse. On a envie de l'accueillir en lui disant bonsoir jeune homme, mais ça ne se fait pas. Je vous prie d'accueillir le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, Alexandre, je crois que le ministre a quelques minutes de retard. Non, Gabriel est là. Pardon. Gabriel va nous rejoindre dans 5 minutes. Et oui, c'est la dure loi des porte-parole du gouvernement. Ils sont soumis à beaucoup de contraintes. Il a déjà eu l'amitié de nous faire l'honneur de sa présence là ce soir. Donc, Gabriel va arriver. Donc, est-ce que, Alexandre, tu peux peut-être nous parler un petit peu qu'est-ce que vous, depuis le Brésil, vous avez perçu de l'action du gouvernement qui pouvait être claire parfois, peut-être moins claire. Je vois qu'également Franck est resté, nous avons d'autres panélistes qui sont restés. N'hésitez pas si vous avez à partager des choses pour lesquelles vous pourriez avoir envie d'approfondir le sujet. Je peux peut-être essayer de répondre à vos questions. Je n'ai pas réponse à tout, mais je peux peut-être essayer. À vous la parole. Anne, merci beaucoup. Écoute, le Brésil est un des pays montrés du doigt en ce moment. Donc, les Français du Brésil se sont sentis un peu isolés, avec des prises de décision un peu brutales, de couper les avions à un moment. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans une continuité territoriale. On peut rentrer chez nous à tout moment. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On nous impose une quarantaine de 10 jours. Et une des inquiétudes des Français ici, c'est l'accès au vaccin. Entre autres, beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, ont été vaccinées au Brésil parce que la campagne existe au Brésil. Elle est assez organisée par âge. Et donc, les personnes âgées ont été vaccinées par le vaccin du Coronavac. Et une des questions que j'ai tous les jours, c'est va-t-on reconnaître, l'Union européenne va-t-elle reconnaître les vaccins chinois? Alors, Alexandre, merci pour cette question qui, en fait, revient très souvent. Et il y a juste une semaine, je faisais moi-même sur ma circonscription un Facebook en direct sur le sujet de la vaccination. Et j'ai eu une fréquentation incroyable pendant ce Facebook Live, des questions extrêmement nombreuses. Et derrière, un nombre de revues de cette vidéo qui, je crois, il y a quelques jours, dépassait déjà les 6000. Donc, vraiment, grosse attente sur le sujet. Alors, voilà ce que je peux dire. En termes d'action du gouvernement, très tôt, dès le mois de décembre, le gouvernement français s'est saisi de la question de la vaccination de nos communautés françaises à l'étranger. Et donc, il a été décidé très vite, la ligne de conduite a été de dire, nous voulons que nos Français à l'étranger, où qu'ils se trouvent dans le monde, aient accès à une vaccination. À partir de là, le gouvernement a commencé par interroger tous nos postes diplomatiques pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous dire localement, dans votre pays, quelle est la stratégie vaccinale retenue? Il est ressorti de cette consultation que 80% des Français qui sont à l'étranger ont accès à la vaccination par leur pays de résidence. Et je vais revenir après sur un aspect qui est complémentaire, corollaire de ta question, qui est avec quel vaccin? Les 20 autres pourcents n'ont pas forcément accès à la vaccination. Je ne dis pas forcément, car il peut y avoir plusieurs cas de figure.
un cas de figure qui est, elle est disponible, mais elle est inaccessible financièrement à certaines de nos communautés. Nous venons de parler d'entraide et de solidarité. On voit qu'un certain nombre de nos ressortissants n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette vaccination qui peut être payante, notamment pour les étrangers. Des pays, en revanche, dans lesquels, autre situation, les étrangers n'ont pas du tout accès à la vaccination. C'est un choix du pays. Troisième situation, un pays qui a décidé de donner accès à la vaccination, mais beaucoup plus tard. Et puis, on a une quatrième situation où un pays a décidé de ne pas du tout déployer le vaccin sur son territoire. Dans ces cas-là, les 20% dont je parlais, le gouvernement français a décidé que de toute façon, il se débrouillerait pour essayer de rendre la vaccination accessible, et ça peut passer par l'envoi de vaccins. Simplement, pour envoyer des vaccins, ce n'est pas juste je mets des doses dans la valise diplomatique, comme me disent certains ressortissants. Et non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un produit de santé pour lequel il faut, de toute façon, demander une autorisation au pays localement. Et là, il y a des discussions plus ou moins difficiles. Je peux vous dire que, par exemple, hier, Jean-Hervé peut en témoigner, qui était juste sur la table ronde précédente, 6 000 doses de vaccins ont été envoyées par la France à nos communautés à Madagascar. Je peux vous dire que ça fait plusieurs semaines que l'État français discute avec les autorités malgaches et que rien n'était acquis au départ. Ça a été un travail de longue haleine pour réussir à trouver un terrain d'entente et à les convaincre que nous avions besoin, la France voulait vacciner ses communautés. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a toujours d'autres pays dans lesquels des discussions similaires sont en cours et pour le moment n'ont pas encore abouti. Soyez certains d'une chose, c'est que le gouvernement reste sur sa ligne de conduite. Tous les Français, quelque part, auront accès à une vaccination. Alors, Alexandre, tu posais une question. Quid du Coronavac? Alors, le Coronavac, là c'est un vaccin chinois en l'occurrence, chaque pays qui produit un vaccin, le Coronavac, ça peut être le Sputnik V aussi pour la Russie, ou les autres vaccins, je sais que Cuba également en a produit, et puis d'autres pays en produiront, je pense que la Corée et le Japon s'y préparent également, par exemple. Tous ces pays-là, libre à eux, c'est leur choix de déposer ou non une demande d'homologation auprès de l'Agence européenne du médicament. S'agissant de Sputnik V pour les Russes, ils ont déposé une demande d'homologation qui est en cours d'instruction, dont les conclusions d'ailleurs devraient arriver dans les prochaines semaines, courant juin. S'agissant des vaccins chinois, à ma connaissance, pour le moment, les Chinois n'ont pas déposé de demande d'autorisation, d'homologation par l'Agence européenne. Qu'est-ce que ça change? En fait, pas grand-chose, car soyons clairs, pour le moment, le plus important, c'est d'être vacciné et que tous ces vaccins à des degrés divers ont une efficacité tout à fait acceptable et attendue et utile. Alors, il y a peut-être des nuances, mais franchement, il faut y aller, il faut aller vers la vaccination. Vous imaginez bien que les vaccins qui ne sont pas homologués pour le moment ne demanderaient pas une homologation ou ne mettraient pas le vaccin, par exemple, je pense au vaccin chinois, les Chinois qui utilisent une diplomatie vaccinale, ils ne vont pas se lancer dans une diplomatie vaccinale si, en fait, leur vaccin, c'était du placebo. Évidemment, vous vous rendez bien compte du risque géopolitique même qu'ils prendraient à faire ça. Donc, par rapport à l'efficacité de ces vaccins, moi, je suis tout à fait confiante à des degrés divers, mais on a tellement besoin de sortir de cette crise sanitaire. Et cette sortie de crise ne pouvant s'entendre que mondialement. C'est seulement quand 80% à 90% de la population mondiale sera vaccinée qu'on pourra s'en sortir. Il faut aller vers cela. Est-ce que ça change maintenant quelque chose pour venir en France? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, les Français peuvent venir en France avec leurs conjoints et leurs enfants comme ils le veulent. Pour le moment, il y a une condition sanitaire pour tout le monde qui est de présenter un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures pour beaucoup de pays, sauf en Amérique du Sud, une dizaine de pays, et je crois que le Brésil a été inclus hier, me semble-t-il, il faut un test négatif de moins de 36 heures. Mais il faut juste ce test négatif. Pour le reste, et y compris pour les personnes vaccinées, là je vais mettre ma casquette de médecin 2 minutes pour préciser que pour le moment, même vaccinés, nous n'avons pas la garantie que la vaccination protège de la contamination et de la possibilité donc de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Pour le moment, le virus est à un tel niveau de circulation dans certains pays, dont la France fait partie, l'Inde aussi, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, etc., la Turquie, que dans ces pays-là, on sait que de toute façon, même vacciné, on pourrait être porteur du virus, simplement on développerait une maladie avec beaucoup moins de symptômes, voire pas de symptômes du tout. Donc c'est pour ça que pour le moment, on reste sur une obligation de test à présenter avant d'entamer un voyage, et même d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais répondre, t'apporter comme réponse à ta question. Et je crois qu'il
Gabriel Attal nous a rejoint. Donc, je vais te repasser la parole, Alexandre, en souhaitant la bienvenue à notre ministre Gabriel Attal. Bienvenue à toi, Gabriel, et merci encore infiniment de ton temps auprès des Français à l'étranger qui seront extrêmement sensibles. À vous la parole. Merci Anne. Donc, je vais refaire mon introduction. Il dispute la place du plus jeune du gouvernement avec notre ministre de la Jeunesse. Ils sont nés le même jour, hein. C'est quelque chose de dingue. On a envie de l'accueillir en lui disant « Bonsoir, jeune homme », mais ça ne se fait pas. Je vous prie d'accueillir le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Merci à toi et merci à Anne de m'avoir invité à intervenir devant vous. J'étais intervenu fin mars devant les Français de l'étranger d'Amérique du Nord pour le lancement de la campagne. Et je comprends que là, c'est un événement qui réunit des Français de l'étranger qui viennent de la planète entière. Et donc, je suis vraiment très heureux et je remercie encore une fois Anne, avec qui je travaille beaucoup. Moi, je veux vraiment souligner que Anne fait un travail absolument remarquable à l'Assemblée nationale pour représenter les Français de l'étranger avec ses collègues parlementaire des Français de l'étranger de la majorité, mais elle a beaucoup travaillé sur les différents sujets, sur l'organisation des élections aussi. Mais au-delà de ça, en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai beaucoup de chance d'avoir Anne à mes côtés, puisqu'elle est aussi porte-parole, plus généralement, pour le groupe La République En Marche. Et je peux vous dire que c'est extrêmement précieux de l'avoir en ce moment avec toute sa connaissance, toute son expérience, notamment pendant l'épidémie de Covid-19, sur les plateaux de télévision pour répondre aux journalistes, pour le porte-parole du gouvernement que je suis. C'est très précieux de l'avoir à mes côtés. Et donc, je salue nos référents français de l'étranger, je salue évidemment nos têtes de liste qui représentent toute la diversité de notre mouvement par leurs expériences, leurs parcours qui sont extrêmement divers. Et c'est une vraie fierté pour nous au gouvernement aussi de vous avoir dans ces élections. Je ne serai pas très long pour ce propos liminaire. Moi, je veux simplement dire que c'est aussi un plaisir pour moi de m'adresser à vous parce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant un moment très difficile avec cette pandémie mondiale. Et cette pandémie, elle nous a toutes et tous poussés à finalement nous rassembler, nous retourner aussi vers nos familles, vers nos proches et puis à faire nation. Et je sais combien pour vous qui êtes établis hors de France, ça a pu être difficile aussi. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, fondé une famille, vous êtes installé à l'étranger, mais je sais que vous avez beaucoup d'attaches avec notre pays et que dans ces conditions, évidemment, qu'on a beaucoup pensé à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup agi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur aussi pendant cette campagne avec le plan qui a été annoncé en mai 2020 avec 220 millions d'euros. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais ça a été un plan très complet avec des aides sociales pour nos compatriotes les plus en difficulté, avec des aides médicales, parce qu'on sait que dans certains pays, l'accès médical est très compliqué, donc avec des dispositifs de télémédecine, et puis avec des dispositifs pour l'enseignement, pour garantir la continuité pédagogique. Le deuxième message que je veux vous dire, c'est que ce qui se passe avec ces élections consulaires est extrêmement important pour notre mouvement. On est un mouvement jeune, un mouvement qui est en train de s'implanter à l'occasion des élections. Ça se fait parfois un peu dans la douleur. C'est forcément difficile pour un jeune mouvement que de s'implanter dans des élections, mais c'est extrêmement important. C'est important pour être capable de relayer ce que fait le gouvernement, la mise en œuvre du projet du président de la République auprès de tous les Français. C'est important aussi pour faire remonter au gouvernement, à la majorité, ce qu'on ressent, les difficultés qu'on peut ressentir sur le terrain pour nous permettre d'adapter nos dispositifs. Et donc, c'est extrêmement important que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions possibles et qu'on soit en capacité de faire de beaux résultats à cette occasion. Et moi, j'ai pleinement confiance dans la capacité de nos candidats à relever ce défi, à avoir de beaux résultats. Donc, c'est vraiment un message pour vous encourager, tout simplement, vous dire combien on vous regarde, combien on vous soutient, combien on est heureux et fier que vous nous représentiez et combien on attend vraiment beaucoup de ces élections et vous dire vraiment tout mon soutien et beaucoup de courage pour ces élections. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. La première question, c'est sur le rôle des conseillers consulaires et puis en général, la mission des Français de l'étranger. En quoi un Français de l'étranger, en quoi les futurs conseillers consulaires peuvent-ils contribuer à l'attractivité de la France ? Alors, s'agissant des conseillers, des élus consulaires, il y a un rôle qui est extrêmement important en termes
éducatif, puisque la plupart siègent dans les conseils d'administration des établissements scolaires français à l'étranger, un rôle en termes d'organisation et de relais de la formation professionnelle pour les Français à l'étranger, un rôle aussi, je le disais tout à l'heure, de représentation, d'interlocution pour des Français à l'étranger en matière d'accès à un certain nombre de démarches administratives. Donc, il y a un rôle central. Et la question que tu poses, c'est plus largement, que ce soit les élus consulaires ou les Français de l'étranger, comment est-ce que vous pouvez aider au rayonnement de notre pays? Moi, je crois d'abord que c'est quelque chose que vous faites chaque jour, parce que vous avez tous des parcours extrêmement divers et des parcours exceptionnels. Que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez chercheur, que vous soyez artiste, vous êtes, et c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit, quelque part un peu des porte-paroles, en tout cas des ambassadeurs de la France à l'étranger. Donc, vous participez au rayonnement avec tous les contacts que vous avez, qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous êtes des représentants et quelque part un peu des porte-paroles, des ambassadeurs de notre pays. Et si moi, j'avais, disons, quelque chose à pousser en plus, mais je sais que beaucoup le font déjà, c'est finalement, et je le dis vraiment, je sais que beaucoup le font déjà, qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais d'arriver à être des ambassadeurs, des exemples qui permettraient de montrer à une jeunesse française les possibilités qu'on a de réussir, y compris à l'étranger, tout en gardant un lien avec son pays. Vous savez, on entend parfois un peu des caricatures qui disent, voilà, si on veut réussir, il faut quitter la France. Ou alors, quand on quitte la France pour réussir, pour s'établir, pour entreprendre, bah, finalement, c'est parce qu'on n'a pas forcément trouvé les moyens de réussir en France. Or, moi, ce que je vois au quotidien, c'est combien les Français de l'étranger qui sont établis hors de France rendent à notre pays tous les jours. Et je pense qu'avec vos parcours, parce que bien souvent, la plupart d'entre vous n'étaient pas forcément destinés à vous établir hors de France, bah, vous êtes aussi des exemples qui peuvent donner envie à notre jeunesse d'entreprendre, d'avoir des expériences à l'étranger pour pouvoir revenir en France ou pour pouvoir rester à l'étranger. Mais en tout cas, leur montrer que le champ des possibles est extrêmement large et extrêmement ouvert. Et vous avez toutes et tous des parcours de vie qui permettent de le faire. Donc voilà ce que je dis, c'est à la fois le rayonnement de la France, évidemment, à l'étranger, auprès des étrangers, mais aussi le rayonnement des Français de l'étranger auprès des jeunes Français. Je pense qu'il y a des messages extrêmement positifs à faire passer. Absolument. Donc, on peut être à la fois ambassadeur, mais on est aussi des phares, on est aussi des alertes. Comme on vit à l'étranger, on peut prévenir un peu la France de ce qui peut se passer. Par exemple, moi, j'habite au Brésil. La montée du populisme sur les réseaux sociaux, je l'ai vue de mes yeux. Donc, voilà, on est à un an d'une échéance importante, mais voilà ce que je voulais dire, qu'on est à la fois de la France vers les pays, mais on a envie de remonter des informations vers vous, vers la France, vers le gouvernement, vers les institutions. Ma deuxième question, je vais la poser parce que ma liste à Rio est soutenue par le Parti écologiste de François de Rugy, d'où est issue la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et ma question, elle est un peu générale. Peut-on être marcheur et écologiste à la fois ? Et que fait concrètement le gouvernement pour la transition écologique ? Alors, je crois qu'on est marcheur parce qu'on est écologiste. Et on est marcheur parce que Emmanuel Macron s'est engagé en 2017 autour d'un programme pragmatique et ambitieux autour de l'écologie. Moi, je vais le dire de manière très claire. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment réussi à poser un cadre de référence sur notre action et notre vision en matière écologiste. Vous avez, quand vous regardez sur l'échiquier politique français, vous avez d'un côté des partis politiques, des formations politiques qui sont encore climato-sceptiques. Il y a quelques mois, il y a un député Les Républicains à l'Assemblée nationale qui s'exprimait au nom de son groupe, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique aux questions au gouvernement. Donc il y a encore cette ligne-là. Et à chaque fois qu'on présente des mesures favorables à l'environnement, des mesures qui permettent de défendre l'environnement, de lutter contre le dérèglement climatique, les Républicains, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, votent contre systématiquement. Et puis de l'autre côté, vous avez des formations politiques qui considèrent que la défense de l'environnement, ça se résume à taxer et punir, taxer et sanctionner. On a vu que ça ne menait pas très loin. Nous-mêmes, on a essayé avec la taxe carbone, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et on a vu que finalement, ça ne menait pas très loin. Et nous, notre vision, elle est pragmatique. On considère qu'il faut accompagner et transformer. Et c'est ce qu'on fait depuis 2017. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a triplé en France le nombre de voitures électriques et hybrides qui ont été vendues dans le parc automobile français. On ne l'a pas fait en ne faisant rien, comme le poussent les Républicains.
On ne l'a pas fait non plus en augmentant les taxes, on l'a fait en créant une prime à la conversion. Il y a 200 000 Français qui ont bénéficié de cette prime pour changer de véhicule. Voilà notre action très concrètement et les résultats qu'elle permet d'obtenir. Après, sur le bilan et ce qui a été fait depuis 2017, il y a vraiment énormément de choses à valoriser. On aura fermé d'ici à la fin du quinquennat l'intégralité de nos centrales à charbon. Il en restait peut-être moins que dans d'autres pays, mais quand même, d'autres pays, notamment des voisins, ont annoncé ça pour 2040. Nous, ça sera le cas d'ici à la fin du quinquennat. On interdit la vente des plastiques à usage unique. C'est fait, c'est dans la loi, c'est rentré en vigueur. On a créé 10 000 km de pistes cyclables avec le soutien financier du gouvernement partout sur le territoire. On met dans le cadre du plan de relance 30 milliards d'euros pour la transition écologique. En juillet dernier, je me souviens, le patron des Verts, Julien Bayou, disait il faut un plan de relance écolo et il faut un plan de relance du coup à 10 milliards d'euros. On en fait un à 30 milliards d'euros. C'est 3 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des aides pour la rénovation énergétique des logements des Français avec ma prime Rénov', la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ça veut dire la décarbonation de notre économie avec un soutien à l'industrie qui se transforme. Tout ça, c'est du très concret. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui, on va dire, étaient devenus emblématiques du débat autour de l'environnement en France. Je pense à Notre-Dame-des-Landes. Je pense à la non-fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Je pense à la Montagne d'Or en Guyane. Je pense au projet Europa City en Île-de-France. C'est des projets qui ont déchaîné les passions écologistes. C'est des projets sur lesquels les écologistes, quand ils ont été aux responsabilités au quinquennat de François Hollande, au gouvernement, sur lesquels ils ne sont pas revenus, alors que souvent ils s'y étaient engagés. Emmanuel Macron, depuis 2017, il a eu le courage de revenir sur chacun de ces projets. On a abandonné Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas été facile. On a fermé la centrale de Fessenheim, ça n'a pas été facile. Et on l'a fait d'ailleurs en aidant les salariés de cette centrale, les sous-traitants, à se reconvertir. On a abandonné la Montagne d'Or en Guyane, en Île-de-France. L'incarnation du combat écologiste pour ceux qui se prétendent être les meilleurs écologistes. On revient dessus, on prend nos responsabilités, on a l'impression pour eux que ça n'a jamais existé, que ça n'existe plus. Donc il faut aussi assumer ce courage-là du président de la République. Et évidemment, on va continuer à le faire, on va continuer à agir. C'est vrai qu'il faut réussir à convaincre sur ce sujet-là, sur un certain nombre de sujets, notamment le glyphosate. Il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises parce qu'on n'a pas mis l'interdiction dans la loi. Et la réalité, c'est qu'on ne s'est pas fait plaisir en mettant une interdiction dans la loi qui n'aurait pas été respectée. On a mis les moyens pour convertir le fonctionnement de nos exploitations agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et du glyphosate. Et aujourd'hui, par rapport à 2017, vous avez 50% d'utilisation en moins en France. Voilà, c'est très pragmatique, c'est très concret. Et je pense que tout ça, il faut le porter vraiment avec fierté et en assumant cette vision de l'écologie qui est ni une vision qui nie le problème, ni une vision qui consiste à être dans la punition et la sanction en permanence parce que ça n'emmène pas très loin. Merci beaucoup. Le président de la République, dans ses vœux du 31 décembre, s'est adressé aux Français de l'étranger. Je crois que c'est la première fois. Et il nous a écrit le 9 avril 2021 pour faire un peu un bilan de l'action du gouvernement sur cette année très particulière de pandémie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sur le bilan de l'action du gouvernement globalement, c'est-à-dire en France? Absolument. Il a parlé entre autres d'une enveloppe de 220 millions d'euros. Est-ce qu'on peut la détailler? J'en ai parlé dans l'intervention liminaire. Il y a effectivement une enveloppe de 220 millions d'euros qui a été débloquée, c'était en mai 2020, qui a été construite avec les parlementaires français de l'étranger. Anne pourrait en parler beaucoup mieux que moi, avec des dispositifs, encore une fois, de soutien financier et sociaux pour les personnes les plus en difficulté, avec des dispositifs de soutien médicaux et d'aide médicale, et avec des investissements et des aides pour la continuité pédagogique, notamment pour les établissements scolaires qui avaient dû être fermés, qui ne disposaient pas d'outils de continuité pédagogique pour nos concitoyens. Il y a aussi tout un travail qui a été fait autour de la simplification des démarches qui se poursuit, là encore, avec nos parlementaires. Et je dois dire aussi, pour terminer, que ce qui va se passer avec les élections consulaires sera aussi un laboratoire pour notre pays, puisque je crois savoir que les élections se déroulent de manière dématérialisée, électronique, pour une grande partie, et qu'on attend aussi beaucoup de ça, parce que je pense que c'est un progrès qu'on doit arriver à développer en France pour tous les Français, parce qu'au-delà du fait que ça simplifierait l'organisation des scrutins nationaux électoraux, je pense que si ça fonctionne pour vos élections, et je suis sûr que ça va fonctionner,
On peut imaginer que ce dispositif pourrait être mis en place aussi pour les Français dans une logique de démocratie délibérative, où les Français pourraient être amenés à s'exprimer, à donner leur avis sur un certain nombre de sujets au cours des mandats, sans qu'on ait à passer forcément par un référendum qui est très lourd à organiser. Mais voilà, il y a aussi des innovations démocratiques qui se font avec les Français de l'étranger et pour lesquelles on attend beaucoup. Et puisque tu parlais du bilan de l'année, je voyais dans les questions dans le chat qu'il y avait une question autour du « quoi qu'il en coûte », pour savoir quel était le bilan de ce choix-là. Et c'est vrai que c'est un choix du président de la République qui a été de dire on soutiendra nos acteurs économiques, quoi qu'il en coûte, on mettra les moyens, parce qu'ils n'ont pas choisi évidemment d'être confrontés à cette pandémie, qu'ils n'en sont pas responsables, et qu'on veut protéger à tout prix l'activité économique et les emplois dans notre pays. Et c'est vrai que la France est le pays en Europe qui a le plus accompagné financièrement ses acteurs économiques et ses salariés, avec notamment le dispositif de chômage partiel, qui est maintenant poursuivi avec l'activité partielle de longue durée, avec le fonds de solidarité, avec des dispositifs d'exonération de charges, avec le prêt garanti par l'État. Et donc, le bilan de ça, c'est quoi? C'est qu'en 2020, il y a eu moins de faillites qu'en 2019 en France, ce qui est quand même assez remarquable, puisqu'on aurait pu s'attendre avec la crise économique à ce qu'il y en ait beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont été vraiment maintenues grâce au dispositif d'aide. Ça veut dire que, évidemment, les aides, à un moment, il va falloir qu'elles soient dégressives, qu'elles soient adaptées en fonction de la reprise d'activité, mais évidemment qu'on ne devra pas les débrancher tout de suite. Un autre bilan qui est intéressant, c'est qu'on a vu au troisième trimestre que la France est le pays qui est reparti le plus fort. Vous savez, dans l'entre-deux vagues, autour de l'été, quand le Covid était, on espérait qu'il était déjà derrière nous, c'était avant la deuxième vague. Malheureusement, il y a eu la deuxième vague ensuite. Il y a eu 18,2% de croissance en France sur ce trimestre, ce qui était un record. Parce qu'on avait accompagné économiquement de la bonne manière nos entreprises, parce qu'on avait élaboré un plan de relance ambitieux, et parce que globalement, on voit derrière ça que les Français, ils ont envie de travailler, ils ont envie de consommer, ils ont envie d'innover. Et donc, ça peut nous donner confiance aussi pour notre économie, notre capacité à rebondir avec la levée des restrictions qui va arriver dans les prochaines semaines. Un grand merci, Monsieur le ministre. Merci, Gabriel. Des réponses absolument claires. On repart de cette interview hyper motivée. Et je crois que je passe la parole, après avoir remercié le ministre, à Anne Gentet. Oui, merci à tous. Merci bonne beaucoup. campagne. Merci Gabriel, Salut, merci de ton intervention, c'était hyper clair. Et juste te dire en deux mots que le rayonnement des Français de l'étranger auprès des jeunes Français et au-delà des jeunes Français auprès des Français, eh bien moi je note que depuis le début du mandat, le président de la République y a contribué, le gouvernement est présent, les parlementaires sont présents. Donc franchement, les Français à l'étranger, dans ce qu'ils représentent d'influence de la France dans le monde et de retour d'expérience positif, intéressant, enrichissant pour nos concitoyens en France, c'est vraiment formidable. Et merci à vous de nous prendre en compte de cette manière-là. Merci infiniment, Gabriel. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt. Il me reste maintenant à vous présenter maintenant une vidéo, un message qui nous a été envoyé par le Premier ministre, M. Jean Castex. Je vais donc passer la parole à M. Jean Castex et après vont nous rejoindre les jeunes avec Macron qui vous présenteront leur travail, leurs initiatives à l'étranger. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers, chers et chers compatriotes de l'étranger, chère Anne Gentet, je tenais à adresser un mot de soutien amical à l'ensemble des candidats de la majorité présidentielle pour les élections consulaires des 29 et 30 mai prochains. Dans les prochains jours, vous élirez en effet vos représentants pour les 5 années à venir, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui, au quotidien, vous accompagnent dans vos démarches et vous représentent dans les différentes instances consulaires. Les grands électeurs que vous aurez ainsi désignés participeront à leur tour au renouvellement de 6 des 12 sièges des sénateurs des Français établis hors de France en septembre prochain, puis des 6 autres dans 2 ans. En votant les 29 et 30 mai prochains par la voie des urnes et dès le 21 mai par Internet, vous prenez donc une part directe à la vie démocratique de notre pays qui a besoin de ses citoyens vivant à l'étranger. Aux 384 candidats de la majorité présidentielle, je veux donc dire non seulement tout mon soutien, mais aussi ma confiance et ma fierté. La formidable mobilisation dont vous faites preuve depuis l'année dernière face à la crise sanitaire a démontré une fois encore la force de l'idée de nation française par-delà les frontières.
Aussi, je sais pouvoir compter sur vous pour que nous puissions poursuivre ensemble le mouvement de réforme impulsé par le président de la République en 2017, après une victoire à laquelle vous avez en très large part contribué. Au moment où est survenue l'épidémie, la politique conduite depuis 2017 avait produit des résultats très clairs. Pouvoir d'achat en hausse, chômage en baisse, déficit public en réduction. Et la France était redevenue très attractive en matière d'investissement étranger. Depuis mars 2020, nous nous battons pied à pied contre la crise, sur le plan sanitaire bien sûr, mais aussi en protégeant notre économie, en préservant son système scolaire mieux que tout autre pays au monde, en aidant les plus fragiles et les plus vulnérables, en préparant le rebond de notre économie par un plan de relance ambitieux et transformateur. Soyons fiers de notre action, soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de notre pays. Je sais aussi pouvoir compter sur vous pour poursuivre l'action que nous menons depuis 4 ans en faveur de nos compatriotes de l'étranger, qui n'ont jamais cessé de constituer une priorité pour le gouvernement. Notre volonté en la matière est claire, elle n'a jamais varié. Mieux vous protéger, améliorer les services qui vous sont rendus et évidemment contribuer au rayonnement des valeurs françaises et européennes dont vous êtes les premiers ambassadeurs. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, qui a conduit à repousser ces élections d'1 an, nous nous sommes tenus à vos côtés à chaque étape. Ce fut le cas notamment lorsque nous avons pris un certain nombre de mesures d'urgence, comme le plan Covid-19 de 220 millions d'euros, qui a notamment permis de ne rien lâcher sur notre ambition éducative. Je pense également aux mesures prises en faveur de la vaccination pour ceux qui sont de retour en France et qui n'y auraient pas accès dans les pays où ils résident. La bataille contre le virus, qui mobilise tout le gouvernement, nous la menons aussi pour les Français de l'étranger et nous la gagnerons ensemble. Permettez-moi enfin de vous souhaiter à toutes et tous de beaux échanges dans le cadre de cet événement 24 heures pour les Français de l'étranger qui vous réunit aujourd'hui. Je suis très attentif aux nombreuses propositions que vous formulez, car le regard que vous portez depuis l'étranger sur notre pays est un apport formidable pour la France, un apport qu'il faut savoir écouter et valoriser. Je sais votre engagement, je sais votre détermination, je crois en vous, non seulement pour faire gagner les Français de l'étranger, mais tout simplement pour faire gagner la France dans la compétition internationale. Tous mes vœux de succès accompagnent nos candidats dans cette échéance très importante pour notre pays. Je vous remercie. Où que vous soyez à travers le monde, nous sommes donc les Jeunes avec Macron, très heureux d'être ici et de pouvoir vous parler. Je vais d'abord forcément prendre un temps pour remercier le mouvement de la République En Marche de nous offrir ce temps de dialogue avec vous et puis également d'avoir rassemblé ici autour du monde à la fois nos députés, nos ministres, mais également les candidats qui dans quelques jours vont arriver au bout de cette campagne in fine. Et puis, c'est également l'occasion de remercier Laure Emmanuel. On a entendu parler d'elle aujourd'hui. Je pense que cette invitation qui a été lancée, c'est d'abord la preuve de l'engagement que nous avons aux côtés de la République En Marche depuis plus d'1 an avec les Jeunes Macron FDE. Et puis, c'est également le moment de rendre compte de l'investissement de notre jeunesse à l'étranger, mais également de l'engagement de nos candidats, donc colistiers et têtes de liste JAM à travers le monde. Donc voilà, déjà des premiers remerciements pour me présenter. Je m'appelle Nolwenn Pelven, je suis coordinatrice chez les Jeunes avec Macron pour les Français de l'étranger et également colistière donc, sur la liste de Frédéric Bove au Canada sur la circonscription de Montréal, Moncton et Halifax. Et puis avec moi, Alexandre Kleitman, notre responsable ID chez les Jeunes FDE. Peut-être je te laisse te présenter.
Merci beaucoup Nolwenn, merci à tous. Je suis Alexandre Klettmann, je suis responsable idée des jeunes avec Macron. Et c'est vrai que c'est un peu ironique de vous parler depuis Paris, puisqu'on est tous les deux des FDE depuis toujours. On a beaucoup voulu s'engager pour les FDE. Peut-être pour commencer, vous expliquer d'où vient ce désir d'engagement et ce qu'on essaye de faire avec les jeunes avec Macron, Français de l'étranger, les JAM FDE. Vous le savez, en France, on a la chance d'avoir un des pays avec une représentation donnée à ses citoyens de par ses frontières, qui est une des plus développées au monde. Depuis 1946, on a des sénateurs, depuis 2012, des députés, depuis 2014, des conseillers consulaires et maintenant des conseillers des Français de l'étranger. Mais ce qu'on constate, malheureusement, c'est que souvent, lors des élections, la participation n'est pas aux rendez-vous. Et ce que ça nous dit, ça, c'est que malheureusement, tout ce système de représentation reste encore trop peu connu chez les Français de l'étranger. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que la jeunesse ne soit pas le grand perdant de ce système. Parce que malheureusement, on le sait, ce système français politique de politique à l'étranger, il avantage souvent ceux qui sont bien ancrés, les édiles locaux, si je puis dire, et puis aussi des associations d'utilité publique qui sont quelque peu politisées. Et donc, nous, on veut s'assurer que la jeunesse française puisse prendre part à la construction de cette citoyenneté française à l'étranger, qu'on puisse s'approprier cette citoyenneté française à l'étranger, qu'on puisse se donner les outils pour y participer. Donc, c'est notre objectif avec les jeunes avec Macron FDE, parce qu'on sait que cette jeunesse, c'est une richesse dans sa diversité, puisque nous sommes pas seulement des étudiants, mais aussi des jeunes familles, des VIE, des VIA, des acteurs, des auteurs, des créatifs, des entrepreneurs. On sait, comme vous, dans toute votre diversité, on est pareil. Et puis aussi, parce que nous sommes à vos côtés les premiers ambassadeurs de la France, de ses valeurs. Et évidemment, quand je parle de la jeunesse française, contrairement à d'autres formations politiques, je ne fais pas de distinction entre les boomers et les non-boomers. C'est évidemment, ça vaut pour les FDE au sens le plus large du terme, mais nous pensons que la jeunesse a vraiment son mot à dire et qu'il faut vraiment s'intéresser et équiper notre jeunesse pour qu'elle puisse participer à cette citoyenneté française à l'étranger. Et comment on fait ça? On fait ça en dialoguant, en s'informant, en débattant et puis surtout en élaborant et en portant des propositions concrètes. Et c'est de ça dont on espère vous parler aujourd'hui. Tout à fait. Je vais juste me permettre de reprendre un terme que tu as utilisé. Tu as utilisé le terme d'outils. Et au final, c'est ce qu'on essaye de faire depuis plus d'un an, parce que c'est des outils qu'on porte dans les territoires, notamment en consultant, en élaborant des propositions. J'ai une pensée particulière forcément pour nos adhérents, mais également les référents qui font vivre le mouvement à l'étranger. Donc forcément, Mathieu, Augustin, Béatrice, Romain, Alexandre, j'ai une pensée particulière pour vous et pour votre engagement. Ils sont à la fois les témoins des difficultés dans les territoires, mais également une force de proposition. Et la force de proposition, c'est un mot qu'on utilise énormément chez les jeunes avec Macron. En plus de l'émancipation de la jeunesse, forcément, on a l'idée d'avoir des propositions concrètes pour notre jeunesse en France, mais également à l'étranger. Et puis, on ne va pas se le cacher, dans l'horizon de 2022, on aura également des propositions. Mais là, notre moment, c'est forcément les élections consulaires. Et dans ce contexte-là, on a élaboré des propositions, notamment au niveau des idées. Peut-être que tu seras même le mieux placé pour en parler. Ben oui, j'aimerais d'abord parler de la méthode qu'on a mis en place. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est en dialoguant avec nos adhérents, mais aussi avec des députés, des élus. On a eu la chance d'accueillir la députée Samantha Casbonne, aussi des conseillers consulaires, Sophie Suberville à San Francisco, Thierry Masson à Bruxelles. En discutant avec ces élus et avec nos adhérents, on a pu élaborer des propositions sur 3 thématiques: l'éducation, la culture et la gouvernance. Car nous pensions que c'est sur ces 3 thématiques que les conseillers des Français de l'étranger, quand vous serez élus, pourront porter un projet qui placera la jeunesse au cœur de son travail. Donc voilà les 3 thématiques dont on va parler aujourd'hui et les 6 propositions, 2 par thématique, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Tout à fait. Je te propose de commencer avec la première proposition sur la thématique de l'éducation. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec Samantha Casbonne. Je pense qu'on peut continuer. Très bien, continuons. Alors, la première proposition sur l'éducation, évidemment, défendre l'offre éducative française à l'étranger. Nous le savons, l'offre éducative française à l'étranger est riche et variée. On a d'un côté les lycées et les établissements AEFE, qu'ils soient en gestion directe, en partenariat, conventionnés ou homologués. Ils s'adressent à 1/3 des élèves français à l'étranger. Mais il y a ces 2/3, dont moi je faisais partie, qui étaient scolarisés, qui sont scolarisés dans les établissements locaux ou internationaux.
Et il y a d'autres dispositifs qui complètent cette offre éducative à l'étranger, qui s'adressent à ces 2/3 d'élèves, notamment les FLAM, les Français langue maternelle, qui permettent à ces jeunes de maintenir un lien non seulement avec la langue française qu'on chérit tous, mais surtout avec la culture française. Donc nous, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que cette offre, elle est variée. Il y a plusieurs acteurs qui sont des fois, qui se perçoivent comme étant en compétition, mais qui sont en fait complémentaires. Et nous pensons que les conseillers des Français à l'étranger ont vocation à agir comme des relais entre ces différentes composantes de cette offre. En portant une vision globale, ils peuvent anticiper les frictions et surtout œuvrer pour que chaque solution trouve son marché. On pense aussi que les conseillers des Français à l'étranger ont une vocation toute particulière pour promouvoir l'excellence de l'éducation française, l'excellence de l'éducation en français, mais surtout à la française et auprès des publics étrangers en particulier, à travers des initiatives de marketing, de communication, des choses où on a peut-être eu trop peur de le faire par le passé, mais des choses qui nous permettent de cibler ces publics étrangers qui font aussi la force et le rayonnement de la France à travers le monde. Donc voilà notre première proposition très concrète sur l'éducation et sur le rôle que les conseillers des Français de l'étranger que vous êtes demain, que vous serez demain, peuvent faire pour l'aider et pour l'amplifier. Je te laisse peut-être, Nolwenn, passer sur notre deuxième proposition sur l'éducation. Tout à fait. Celle-ci s'inscrivait vraiment dans un temps scolaire. Étant d'Amérique du Nord, on a souvent valorisé également le parascolaire. Et là, on va vous parler d'une proposition que vous connaissez déjà tous quasiment, parce qu'on a eu de nombreux échanges et on est très heureux aussi que vous soyez emparés de cette proposition. Elle concerne notamment la question du service national universel. Et forcément, l'idée, on est des FDE, donc on a vocation de développer ce format et puis de l'adapter donc à la réalité du terrain, aux Français de l'étranger. Simplement, on est parti d'un constat où on s'est dit, le SNU, c'est quoi au final? Et le SNU, c'est promouvoir un socle républicain, ça porte la mixité sociale, mais également le fait de valoriser les territoires et de cultiver cette société d'engagement que notre jeunesse doit avoir aujourd'hui. Et puis, tout cela nous a permis de forcer en tout cas la considération du fait qu'il était nécessaire d'adapter ce format-là, d'autant plus qu'il a vocation à devenir obligatoire en 2024. Donc, forcément, une réflexion doit naître de ça. Les propositions, elles tiennent en 3 points. La première, c'est de rendre possible et de pérenniser le fait que les FDE puissent suivre le SNU en métropole. La deuxième proposition, et là, elle nous concerne plus directement, et notamment les conseillers des Français de l'étranger et les futurs conseillers des Français de l'étranger, c'est d'adapter ce SNU et ce séjour de cohésion à nos territoires. Et puis, allez, rêvons un petit peu, si on a accès à ce SNU dans nos territoires, autant qu'ils répondent aux problématiques des Français de l'étranger, donc réfléchir à un module qui reprendrait la vie citoyenne des Français à l'étranger, ce qui me semble plutôt cohérent. Absolument. Bon, voilà. Donc ça, c'était notre proposition sur le SNU. On continue avec la culture ? Partons sur la culture, on en a parlé, c'est aussi au cœur de cette campagne et de ce qu'on porte et ce que peuvent porter les conseillers des Français de l'étranger. Notre troisième proposition porte sur le STAF, le dispositif de soutien au tissu associatif français à l'étranger. Vous le savez, c'était un acte fort de cette majorité. Nous avons supprimé la réserve parlementaire et nous l'avons remplacée par ce dispositif STAF. Ça fait maintenant 4 ans, nous pouvons donc tirer quelques leçons de cette transition. Ce qu'on entend, c'est que ce dispositif reste peu connu de nos concitoyens à l'étranger. Il y a aussi un sentiment qu'il favorise les instances les plus grandes au détriment des fois des plus petites associations et des plus petites structures. Que faire donc ? Nous pensons que les conseillers des Français à l'étranger peuvent être les acteurs qui peuvent accompagner les candidats à ce dispositif STAF. Nous pensons qu'en créant un système et une plateforme d'entraide pour accompagner les candidats au dispositif STAF, nous pourrons aussi contribuer à le faire connaître, en particulier auprès de la jeunesse, pour que ces ambitions et ces projets caritatifs et associatifs puissent aussi bénéficier de ce dispositif. Passons maintenant peut-être à la 4e proposition sur la culture. Allons-y. Et puis après, on va voir l'intervention également d'autres jeunes. Donc, on va essayer de faire ça rapidement, mais je pense que c'est important tout de même de revenir sur ces propositions. Stanislas Guérini disait tout à l'heure que la culture était un pilier également autour de ces campagnes et ça fait partie du rôle des conseillers des Français de l'étranger. Donc, la première proposition tend à ça. La seconde, elle est tournée vers ces hommes et ces femmes de talent qui sont à l'étranger et qui font vivre notre francophonie en partageant à la fois nos valeurs, notre langue et notre culture à travers le monde. Et dans cette idée-là, nous nous sommes dit,
autant les valoriser, autant leur donner les moyens de vivre de leurs écrits et vivre de leurs talents. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place un congrès qui serait destiné à valoriser les jeunes auteurs et autrices francophones. Ici, l'idée, c'est que les conseillers des Français de l'étranger deviennent en sorte, mettent en valeur, mettent en lumière le talent de ces jeunes auteurs et pourquoi pas faire émerger également des vocations autour de la thématique de la francophonie. Donc voilà pour la culture, on y va avec la gouvernance. Passons à la gouvernance, c'est très important aussi. Notre 5e proposition, faire de l'école un lieu d'apprentissage sur la vie citoyenne à l'étranger. Cette proposition est le fruit d'un travail qu'on a longuement mené avec aussi la députée Samantha Casbonne qui a une forte expérience sur les matières d'éducation, qui a d'ailleurs abouti à une question écrite que nous avons rédigée avec les équipes de la députée, adressée au ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, pour proposer la création d'un module spécifique aux Français de l'étranger qui serait dispensé dans le cadre des cours d'EMC, d'éducation morale et civique, dans les lycées à l'étranger. Pourquoi faire? Justement, parce qu'on parlait d'équiper cette citoyenneté française à l'étranger, de se combattre contre l'abstention qui reste beaucoup trop forte. Donc, donnons aux jeunes qui ont la chance de grandir à l'étranger les outils pour comprendre leur citoyenneté à l'étranger. Encore une fois, loin de nous de vouloir en faire une citoyenneté corporatiste, mais au contraire, rappelons aux Français, aux Français de l'étranger, qu'est-ce qui fait d'eux des Français? C'est justement cette citoyenneté qui se vit certes de manière différente que les Français en métropole, mais qui n'est pas pour le moins importante ou moins forte. Tout à fait. Et puis, on parle des jeunes, mais au final, il faut s'adresser à tout le monde. Et dans cette idée de transparence, nous est aussi venue l'idée de porter cette transparence à l'ensemble des échelles. Et puis, notamment, pour tout ce qui concerne le rôle des conseillers des Français de l'étranger, en démystifiant les pratiques qui sont les leurs, mais également en rendant le partage d'informations quasiment systématique. On parle des ordres du jour des conseils des Français de l'étranger, mais également des comptes rendus de réunions. Et nous proposons notamment de publier et de partager ces formats pour que les Français de l'étranger puissent être au courant des enjeux à la fois au niveau de leur circonscription, mais à l'échelle mondiale. Donc, pourquoi pas un volet sur les sites de nos consulats qui serait dédié à ces travaux. Je pense qu'on a présenté ces propositions, mais il y a des personnes qui sont encore mieux placées que nous pour en parler. C'est notamment nos jeunes qui sont engagés. On a des colistiers, on a des têtes de liste. Donc, ce que je vous propose, c'est de leur laisser la parole. Et je pense que Romain, qui devrait être connecté, pourrait peut-être nous parler en premier. On part vers Londres. Partons vers Londres avec Romain. Je ne sais pas si tu nous entends, Romain, si tu es présent. Oui, je suis là. Super. Écoutez, commençons avec une première question pour toi, Romain. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis où tu te connectes aujourd'hui et voilà, rapidement te présenter si possible. Bien sûr. Donc, je suis Romain Touraine. Je suis à Londres et je travaille comme avocat ici. Je suis sur la liste menée par Patricia Connell qui s'appelle En Marche Ensemble sur la circonscription du Royaume-Uni. Et je suis un JAM ou En Marche depuis 2016 à Londres. Super. Puisque tu nous parles depuis Londres, on va être obligé de parler du Brexit. Ma première question pour toi, Romain, c'est quelles sont les conséquences du Brexit sur nos concitoyens au Royaume-Uni et peut-être en particulier, puisque tu es JAM et nous sommes JAM, l'impact sur la jeunesse, en particulier sur la mobilité internationale. J'imagine que ça va être assez compliqué. Oui, c'est sûr. Comme chacun sait, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en décembre dernier de façon définitive. Et donc, c'est plus compliqué pour chacun de passer d'un pays à l'autre, en plus du Covid forcément. Ça fait beaucoup de formalités. On ne sait pas trop quel papier on doit avoir sur nous, on ne sait pas trop ce qu'il faut pour venir travailler en Angleterre. C'est beaucoup de problèmes pour les jeunes qui venaient pour des stages rémunérés ou non, qui ne sont pas forcément catégorisés comme un travail en Angleterre. Et pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire pour pouvoir continuer à venir ici. Merci beaucoup. J'ai peut-être une deuxième question. Tu es donc en campagne en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire quelles ambitions tu portes pour la jeunesse dans ta campagne, dans votre liste, dans le travail que vous faites auprès des Français du Royaume-Uni et du reste de la circonscription? Bien sûr. Comme tout le monde navigue un peu à vue en ce moment, ce n'est pas très clair le Brexit, dans quelle direction ça avance. Nous, on propose d'être avec nos colistiers, toutes les personnes qui sont autour de nous,
de profiter du fait qu'on ait tous des parcours très différents, qu'on ait une liste très diverse, pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. C'est les personnes qui vont venir en Angleterre, celles qui sont déjà ici, et d'être vraiment à leur côté, par le biais, par exemple, de permanences hebdomadaires qu'on souhaite organiser, euh, ou être juste là pour être une présence avec eux, pour les guider et essayer de les aider le mieux possible. Merci beaucoup. Continuons notre tour du monde. Nolwenn. Déjà, merci Romain. Réponse très complète qui a pu nous éclairer sur la situation de ces jeunes parce qu'on a tous des situations différentes en fonction des pays. Alors moi, je vous propose de partir en Norvège avec Mathilde. Est-ce que Mathilde, tu nous entends? Tout à fait, je suis là. Bonjour. Génial. Bah, écoute, vu que tu as la parole, je te laisse peut-être te présenter, ça sera plus simple. Oui, bah, tout à fait. Alors, je m'appelle Mathilde Kyré, je suis tête de liste en Norvège et en Islande sur la liste En Marche, Modem, Bien Vivre en Norvège et en Islande. Je suis engagée dans et pour la jeunesse depuis absolument toujours. J'ai toujours été passionnée depuis très très tôt pour la politique. J'ai milité dès mes années adolescentes. Je suis devenue d'ailleurs une des organisatrices de mon lycée du mouvement contre la réforme Fillon de 2005, pour ceux qui s'en rappellent, qui visait à réformer le système éducatif. J'ai toujours été très idéaliste, mais très pragmatique aussi. J'ai toujours été aussi centriste, même quand le parti n'existait pas, quand il n'y avait pas de parti centriste du tout. D'ailleurs, je voulais créer mon propre parti, en dehors des clans partisans et du bipartisme qui régnait vraiment à l'époque. Moi, je considère vraiment les bonnes idées. Voilà, donc j'ai rejoint le mouvement démocrate dès sa création en 2007. Et puis depuis, j'y suis restée fidèle. J'ai été élue au Bureau national des jeunes démocrates dès mes 18 ans. J'ai rempli plein de différents mandats. J'ai été invitée à rejoindre des listes aux élections municipales, aux régionales, et j'ai été aussi candidate aux élections législatives de 2012. Aujourd'hui, je suis la présidente des Jeunes démocrates des Français de l'étranger et je suis membre du bureau national du MoDem de la Fédération de l'étranger. Bah, super Mathilde, j'ai envie de te dire, il est jamais trop tard, on en a eu la preuve pour créer un parti. Simplement dans cet esprit de maison commune, et cette ambition est-ce que tu peux revenir sur cette ambition que tu portes pour la jeunesse, peut-être à travers ta liste? Tout à fait. Donc, les thématiques jeunesse, encore une fois, ont toujours été vraiment très importantes pour moi. D'ailleurs, c'est un de mes 5 principaux thèmes de campagne. Et donc, du coup, mon ambition principale, c'est vraiment d'encourager la participation civique des jeunes à l'étranger, de les encourager à s'impliquer, à s'investir dans le débat public et à exercer notre droit et aussi notre devoir de citoyen, finalement. Donc, ça passe comment? Ça passe en faisant de la politique autrement. Ça, c'est un peu pour mon côté idéaliste. Puis sur mon côté pragmatique, c'est en essayant d'intéresser les jeunes. Alors, il faut les chercher là où ils sont. Il faut essayer d'organiser des débats citoyens, transpartisans, c'est ce qu'ils veulent. Donc, pour ça, on a créé des événements dans des formats différents. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'intéresser les jeunes à la politique de façon transpartisane. Donc, j'ai créé notamment, j'ai participé à la création de Clubhouse. Donc, tous les dimanches soirs, de 19h à 20h, j'organise ce qu'on appelle un comptoir du monde pour parler des problématiques sur des sujets très divers qui concernent les Français de l'étranger, donc notamment là dans le cadre des élections consulaires. Depuis maintenant 4 éditions, on a des interventions des représentants des Français de l'étranger pour faire découvrir aux gens comment on est représenté à l'étranger. Donc, on a eu des députés, on a eu des conseillers sortants, des membres de l'AFE, et demain, on va recevoir justement, je reçois 4 sénateurs des Français de l'étranger sur les 12 que nous avons. Donc, vous avez bien compris, tous bords politiques confondus. Écoute, super Mathilde pour cette présentation. Peut-être pour revenir sur la thématique que Romain a abordée, on sait que la mobilité de nos jeunes, notamment étudiantes, est un sujet qui est assez important. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet ou en tout cas quelque chose qui te tient à cœur pour répondre à cette problématique qui est récurrente? Oui, alors c'est vrai que c'est une problématique déjà que je ne porte pas seule. J'ai des colistiers formidables qui ont compris l'importance de cette problématique. J'ai des plus jeunes que moi encore, comme Clément Molinet, qui a 25 ans. Puis il y a des gens qui sont aussi moins jeunes, mais qui ont compris tout l'enjeu d'impliquer les jeunes dans la vie publique, comme Christine Bazalgest-Holst, qui a 64 ans. Donc voilà, vous voyez qu'à tout âge, on peut porter vraiment des initiatives en faveur de la jeunesse. Donc il y a plusieurs propositions qu'on porte en faveur de cette jeunesse, mais puisque la question elle est axée sur la mobilité à l'étranger, on souhaite vraiment encourager et aider les VIE qui arrivent sur le territoire. Donc là, il y a une nouvelle mesure qui a été faite, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas pour les entrepreneurs, qui est un dispositif qui permet aux entrepreneurs français de l'étranger d'avoir accès aux VIE.
Donc voilà, nous, notre but, c'est de pousser en fait cette mesure-là, de faire en sorte que les VIE, quand ils vont venir s'installer, on soit là pour les aider. Et donc, ce n'est pas que pour les VIE aussi, hein, c'est qu'on a vraiment ce rôle à jouer dans l'orientation et la mise en relation des jeunes professionnels. Moi, par exemple, quand je suis arrivée en Norvège, j'avais pourtant un beau parcours, hein, j'avais un beau CV, et pourtant, je n'ai pas trouvé un travail facilement. Je ne savais pas trop vers qui me tourner, je n'avais pas encore de réseau local. Donc nous, voilà, on souhaite être ces personnes vers qui les gens peuvent se tourner lorsqu'ils souhaitent s'implanter dans nos pays pour qu'on puisse les mettre en relation avec les bons contacts, le bon réseau. Donc, bien entendu, ça se fera avec des partenariats forts, hein, avec la CCI, des entrepreneurs locaux et puis tout le réseau qu'on aura à disposition pour accompagner ces mesures. Bah, excellent. Peut-être, Alexandre, je te propose de continuer avec notre JAM USA et référente. Allons voir Béatrice qui nous vient de Washington. Béatrice, est-ce que tu peux d'abord peut-être te présenter avant qu'on te pose des questions bien précises? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je suis Béatrice. Je suis référente JAM aux États-Unis depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Mais voilà, en marche aux États-Unis depuis la création du mouvement ici à Washington. Et je suis tête de liste à Washington sur notre liste En Marche, bien sûr aussi soutenue par toute la majorité présidentielle, donc MoDem, Territoire de Progrès, Agir, ici à Washington. Et j'ai une liste de citoyens engagés, entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, pour porter notre projet progressiste à Washington. Il faut le dire, j'ai eu la chance d'être co-animateur du comité de Washington avec Béatrice pendant plusieurs années, donc je peux témoigner personnellement de son abnégation et son désir de servir la communauté française. Mais je vais quand même te poser quelques questions difficiles. On en a parlé plusieurs fois, le manque de participation et l'abstention très élevée lors de ces élections. C'est clair, ces élections sont souvent boudées. Est-ce que concrètement, et en particulier par la jeunesse, concrètement, est-ce que tu penses que ces élections sont importantes pour les jeunes? Oui, et c'est pour ça que je suis candidate. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte que ces élections les concernent et qu'elles sont importantes. Et c'est un peu aussi notre rôle à nous de candidats, de marcheurs citoyens engagés, de convaincre les gens que c'est important et de leur expliquer, de montrer aux jeunes que c'est important. Et je pense, à titre personnel, je vais juste parler de ma circonscription locale, mais je pense que ça s'applique beaucoup. Une raison pour laquelle les jeunes ne se sentent pas trop concernés, c'est parce que les élus en place n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour faire de l'outreach pour les jeunes et montrer en fait et se rendre utile finalement. Et je pense qu'il y a vraiment des enjeux importants qui touchent la jeunesse. Les élus consulaires décident de choses sur l'éducation à l'étranger. Et l'éducation à l'étranger, ce n'est pas qu'une question de famille, c'est aussi une question de jeunes, c'est une question de lycéens, d'étudiants. Et c'est important d'avoir cette perspective-là et de les inclure. C'est aussi les élus consulaires qui font remonter tous les problèmes locaux qui se sont manifestés pendant la crise, que vous avez des problèmes de visa, des problèmes de déplacement, etc. Et donc, c'est des problèmes qui touchent beaucoup les jeunes. Mathilde a parlé, et Mathilde et Romain, tous les deux, ont parlé des questions de mobilité internationale. C'est les problèmes qui touchent les jeunes. Un autre gros enjeu FDE, c'est les questions de la retraite. Et c'est vrai, quand on est jeune, on ne pense pas à la retraite, mais c'est justement parce qu'on est jeune qu'il faudrait qu'on y pense maintenant. Et on est souvent nombreux à avoir des parcours professionnels qui vont impliquer plusieurs pays, qui sont tous les cas un peu compliqués, où il faut justement qu'on ait une représentation pour que notre système puisse nous permettre d'avoir une retraite un jour, même si on a travaillé dans 3 ou 4 pays et qu'on ne soit pas oublié, qu'on puisse faire reconnaître nos années. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est par ces voies politiques FDE qu'on peut en fait les défendre. Et c'est pour ça qu'il faut que la jeunesse s'intéresse à cette question. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui importent à la jeunesse. Donc, comment on fait pour intégrer la jeunesse dans ce processus décisionnel? Comment est-ce que tu comptes faire, par exemple, quand tu seras élu très prochainement? Oui, j'ai déjà un petit peu commencé avec la campagne. Donc, je pense que la première chose, c'est effectivement de toucher les jeunes là où ils sont et donc utiliser des méthodes de communication nouvelles, qui ne sont pas si nouvelles que ça maintenant, mais qui ne sont pas forcément toujours prises en main par tous les élus. Donc, que ce soit être sur les réseaux. Moi, je suis très active, par exemple, sur Instagram. J'ai fait un AMA sur Reddit pour toucher un petit peu. Il y a beaucoup de Français à l'étranger sur Reddit, mais et beaucoup de jeunes, mais voilà, qui ne connaissaient pas forcément ces élections. Donc, c'est un moyen aussi de
de rendre ces choses-là plus visibles là où les gens sont en ligne et là où les gens prennent leurs informations et d'être disponible et d'être accessible comme ça. Un autre truc que j'ai mis en place et que j'aimerais beaucoup institutionnaliser et répéter chaque année en tant qu'élu, c'est le projet que j'ai appelé les jeunes et les consulaires et pour lequel j'ai eu le soutien des JAM FDE. Donc, merci à vous aussi de tout votre soutien et notamment Alexandre qui a co-organisé ça avec moi. Et donc, les jeunes et les consulaires, c'était un projet de simulation d'AFE, d'Assemblée des Français de l'étranger. On a eu des inscrits dans plein de pays. On a eu des inscrits au Maroc, en Norvège, merci Mathilde, au Canada, merci Nolwenn, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse. On a eu des jeunes un petit peu de partout qui se sont retrouvés. On a eu une formation sur les conseillers consulaires et sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y a plusieurs élus qui sont peut-être là ou étaient là avant. Il y avait Marie-Josée Caron, Thierry Masson et Sophie Superville qui ont fait des formations sur ce que c'est qu'être un élu. Et ensuite, on a eu une simulation de l'Assemblée des Français de l'étranger qui a permis aux jeunes vraiment de se mettre dans la peau d'un élu pendant une journée et de réfléchir sur la thématique, en l'occurrence, de l'adaptation du SNU pour les jeunes dans un scénario en gros fictif où le gouvernement demande une recommandation à l'AFE, fictif mais plausible, parce que le gouvernement travaille sur l'adaptation du SNU. Donc, voilà, et je pense que c'était un exercice qui a très bien marché parce que ça a vraiment permis à des jeunes de comprendre très concrètement comment ces assemblées fonctionnent, sur quel sujet elles travaillent et comment est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de leurs élus en les rencontrant et comment ils peuvent contribuer à ces sujets. Donc, je pense que c'est une initiative citoyenne parmi N, mais j'aimerais, voilà, celle-là, la valoriser puis la pérenniser et puis aussi permettre à d'autres jeunes de créer leurs propres initiatives et de les mettre en avant, que ce soit les soutenir via les dispositifs staff qui existent ou autres. Et voilà, et en fait permettre aux jeunes de s'engager et de s'investir. Ben, merci beaucoup Béatrice pour ces témoignages. Merci à tous pour vos témoignages. En tout cas, on sent ton dynamisme habituel, Béatrice. Et puis, tu as déjà un premier fan, Clément Molinet, qui sera là, j'en suis certaine, à la prochaine édition. Je vous propose de remonter un petit peu plus dans le nord, de se rapprocher de chez moi. Si je peux me permettre, il a participé à cette édition déjà. Bon bah, parfait. Il réitérera l'exercice. Je vous propose donc de retourner un peu plus dans le nord, d'aller un peu plus vers chez moi. Je pense que Guillaume est avec nous. Oui. Parfait. Salut Nolwenn. Salut, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Lecomte, j'ai 24 ans et je suis candidat tête de liste En Marche pour les élections consulaires pour les Françaises et les Français de Québec, mais également de Trois-Rivières, du Saguenay et de la Gaspésie. J'ai émigré au Canada à 17 ans, juste après le bac, dans le cadre de mes études, et je suis tombé amoureux de ce pays, ce qui fait en sorte que j'y suis resté. Je vis désormais avec ma conjointe canadienne et je suis expert comptable ici et également analyste financier pour un grand groupe d'assurance. C'est super, on est très content de te compter parmi nous. Plaisir partagé. Génial. On a évoqué la question, la définition d'un conseiller des Français de l'étranger. Et puis, étant JAM, moi, je serais très intéressée d'avoir ta définition et ta perspective sur le rôle. On espère que tu auras à occuper dans quelques jours, quelques semaines. C'est très gentil, on l'espère également. Comment définir un bon conseiller des Français de l'étranger? Je pense qu'avant tout, un bon conseiller des Français de l'étranger, c'est un élu de terrain, très proche de ses concitoyens, mais également des associations et des entreprises françaises. Je pense notamment à beaucoup de très belles entreprises françaises à Québec, comme Ubisoft. C'est quelqu'un qui va agir pour sa communauté. Moi, en l'occurrence, pour, je dirais, la ville de Québec, on a différents enjeux. La communauté française doit être un peu plus, je dirais, structurée. Il y a de très, très belles choses à faire, notamment vis-à-vis des associations qui font déjà un travail remarquable, mais qui, à mon sens, et également à leur sens, ne sont pas encore suffisamment aidées par les conseillers actuels ni par le consulat. Il y a également un riche terreau entrepreneurial. Je pense notamment à la French Tech à Montréal. Et ben, on aimerait énormément la faire venir à Québec. Il y a vraiment un immense bassin d'entrepreneurs extrêmement talentueux ici qui ne nécessite que d'être aidé et d'être soutenu encore plus. C'est quelqu'un également qui va, je dirais,
dirais, résoudre les enjeux extrêmement locaux. Je pense à la résidence permanente. Il y a de gros problèmes d'immigration au Canada en ce moment, et notamment en fait au Québec. Il faut travailler avec les élus locaux, qu'ils soient du Québec ou canadiens, mais également lutter pour la transition écologique, et notamment le projet porté par la liste de New York qui à mon sens est extrêmement beau, à savoir la forêt des Français d'Amérique du Nord, pour je dirais baisser et du moins lutter contre les émissions de gaz CO2 générées par nos voyages à l'étranger, notamment pour revenir en France. Et tu fais très bien de le souligner, c'est vrai que c'est un projet qui est né dans notre circonscription, en tout cas la circonscription de Roland-Lescure, et c'est une très belle initiative, Oui. Et tu fais très bien de le souligner. Tu as notamment relevé le lien entre les élus locaux donc, de ta circonscription et les liens qu'on pouvait également avoir en France. On sait que c'est une mission qui est prépondérante au Conseil des Français de l'étranger, d'être ce lien entre, j'ai envie de dire, les deux continents. Ça s'applique. Comment toi, tu envisages ce lien en tant que futur conseiller des Français de l'étranger? Bien, tout d'abord, je voudrais dire que je me retrouve énormément dans le discours de Mathilde, qui est intervenue juste avant. Donc, je suis arrivé ici en 2014, et en 2015, il y avait des élections qui ont fait en sorte que Justin Trudeau devienne Premier ministre. Eh bien, moi, un mois après mon arrivée au Canada, je me suis investi pour les Jeunes libéraux du Canada, donc le Parti libéral du Canada, parti encore une fois de Justin Trudeau, un parti éminemment progressiste. Et ce qui a fait en sorte voilà, que j'ai pu m'investir dans la campagne et aider notamment certains ministres et certains députés. Ce qui a fait en sorte voilà, que j'arrive à développer un certain réseau. J'ai encore pu les aider une nouvelle fois durant la campagne de 2019. Et il faut absolument travailler avec ces élus locaux-là. Le Conseil des Français de l'étranger se doit d'avoir des contacts dans l'ensemble des paliers de gouvernement, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux au Canada, notamment les enjeux de résidence permanente. Encore une fois, il va falloir une certaine mobilisation. Pour vous mettre en contexte, pour résider de façon permanente au Canada, les délais sont désormais de 27 mois. Donc, on a énormément de concitoyens français qui sont bloqués dans de la paperasse administrative, dans une certaine attente, et il faut absolument les soutenir, les aider, et je pense qu'on peut débloquer ce genre de situation-là en travaillant de manière extrêmement resserrée avec les élus locaux canadiens. Bah, écoute, félicitations déjà Guillaume pour ce double engagement à la fois sur le Canada et pour la France. On sait que ça prend du temps, donc félicitations, et puis plus largement félicitations à vous quatre, et puis également à nos JAM qui sont sur des listes et engagés également dans les campagnes. Je pense qu'on peut conclure notre propos. Simplement, la chose à garder en tête, je pense, et à retirer des différents échanges qu'on a eus, c'est que la jeunesse s'engage. Elle s'engage à l'étranger, mais elle s'engage aussi aux côtés de la République en marche, de nos élus. Nous savons l'écoute attentive que nous avons à la fois à l'échelle locale, et les différents échanges qu'on a pu avoir avec nos députés également prouvent de l'écoute que dont la jeunesse bénéficie et continuera à bénéficier, j'en suis certaine. Et puis simplement... nous continuons de porter des propositions. Ces propositions, c'est des propositions concrètes qui s'inscrivent aussi dans des constats que l'on peut faire et que cette diversité aussi nous permet de faire. Donc, il nous reste une chose à vous souhaiter, c'est à la fois bonne chance, une pensée particulière pour nos JAM, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est un premier engagement, une première campagne en tant que futurs élus. Et simplement, on vous réitère à nouveau notre soutien à venir pour l'émission que vous aurez à occuper. Merci à tous les deux, à tous. Merci pour le dynamisme avec lequel vous avez mené cette table ronde. Je suis très impressionnée par l'engagement que vous exprimez. On a besoin de vous, parce que c'est aussi vous qui nous poussez, qui nous proposez des idées et qui nous obligez à nous mettre en question. Et ça, c'est vachement bien. C'est important. Donc, de temps en temps. Pas trop, mais de temps en temps. Voilà, exactement. Merci beaucoup.